et bienvenue pour ce premier numéro du journal des biotech de 2020. Notre point d'actualité, nous parlerons de Poxel, DBV Technologies et Integragen. Et dans l'interview, je recevrai Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech, le journal des biotech. Eh bien, c'est parti. Et il a bravé la maladie pour nous rejoindre, pour être présent sur le plateau aujourd'hui avec nous. Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors, on va commencer ce premier point d'actualité de l'année avec un peu de réchauffé. Non, allez, on va dire que vous avez fait vos devoirs avant de partir en vacances. On va parler de Poxel et des essais concluants de phase 3 times 2 sur l'iméglimine avec en complément d'autres produits, des essais concluants. Et ça, c'est plutôt une bonne case de cocher pour finir cette année 2019 pour Poxel. Alors effectivement, c'est une nouvelle qui date d'avant les fêtes, mais d'après notre dernier rendez-vous. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en ce début d'année, l'action a été un petit peu secouée, sans doute par des prises de bénéfices encore ces derniers jours. Pourtant, c'est une annonce très importante. On se souvient, le programme Times, le programme de phase 3 de développement clinique final de l'iméglimine au Japon, il y avait 3 étapes. Times 2, c'était le dernier rendez-vous, il est tombé le 20 décembre. Ouais. Cette fois, la molécule de Poxel était testée en association avec toute une batterie en fait d'hypoglycémiants, c'est-à-dire d'antidiabétiques oraux utilisés traditionnellement avant la phase d'insulinodépendance des patients. Ouais. Donc là, le produit est testé, les résultats sont positifs, sont statistiquement significatifs, notamment, et ils sont très significatifs avec l'inhibiteur de DPP4, c'est-à-dire les gliptines, c'est-à-dire l'antidiabétique oral le plus utilisé au Japon. C'est ce que vraiment les investigateurs et la société voulaient démontrer. Ouais. Donc on coche la case, on l'avait coché avec Times 1, le produit seul, et Times 3 avec l'insuline. Donc on a un dossier clinique qui est complet, qui n'a pas de faille apparente, qui devrait rouler jusqu'à l'autorisation commerciale au Japon avec le partenaire Sumitomo Dainippon. Et donc cette autorisation commerciale, elle va avoir lieu quand ? Alors le calendrier parle donc d'un dépôt d'enregistrement cette année, en 2020, et d'un lancement commercial dès 2021, avec à la clé des redevances commerciales pour Poxel. Bon, alors ça, on avait besoin de ça pour, on ne va pas dire pour se rassurer, mais en tout cas, ça donne une bonne base de valorisation à Poxel. Après, on avait reçu le dirigeant sur le plateau aujourd'hui de la biotech. Il y a aussi le volet NASH dans Poxel. On va maintenant s'y intéresser. Quels sont les prochains rendez-vous là-dessus ? Alors cette année, donc, il y a 2 actifs, Poxel dans la NASH. Il y en a même un 3e qui est licencié à une biotech française qui s'appelle Enio, mais il y en a 2 qui sont in-house, vraiment propriétaires et développés par Poxel. Donc PXL 770, un activateur de la MPK. Donc ça, c'est un produit dont on aura des résultats, c'est le plus avancé des 2. On aura des résultats de phase 2 au 2e trimestre de cette année, donc ce sera un rendez-vous très important. Le second, PXL 065, est un stéréoisomère de la pioglitazone. Thomas Kuhn nous avait expliqué un petit peu les enjeux, parce qu'il y avait beaucoup de c'est avoir les effets positifs un petit peu, je crois, de la pioglitazone sans les effets secondaires. Exactement, on a beaucoup d'actifs de cette classe qui sont développés, qui ont été développés. Et le stéréoisomère de la pioglitazone, c'est vraiment une clé, parce que ce produit, on sait qu'il marche, on sait qu'il est très efficace, mais on sait aussi qu'il a des effets secondaires qui sont inacceptables dans le cas du traitement de la NASH et qui pourraient être effacés par le fait qu'on ait un stéréoisomère. Donc ça, c'est un produit clé. Il entre en phase 2 au 2e trimestre 2020, donc on n'aura pas de résultats cliniques immédiats, mais on aura en tout cas l'amorce d'un développement chez le patient. Ouais. En bourse aujourd'hui, on est où de Poxel ? Est-ce que alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un petit peu le dérisking entre guillemets du programme iméglimine au Japon, on a aussi un partenaire, Roivant, pour l'iméglimine dans le reste du monde sur une indication un petit peu plus restreinte, qui est les patients diabétiques en insuffisance rénale. On a quand même un programme qui est assez sécurisé sur l'iméglimine, qui offre un socle de valorisation garantie, entre guillemets, et au cours actuel de Poxel, qui est une valorisation qui est quand même inférieure à 300 millions d'euros, on peut considérer que les programmes NASH de la société, c'est du pur upside, c'est un petit peu quelque chose qui aujourd'hui n'est pas dans le cours et qui va un peu tirer l'histoire boursière de la société en 2020 et au-delà. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, il y en a un qui n'est pas venu pour des cacahuètes en ce moment, pardonnez-moi la blague facile, DBV, plus 77% sur les 3 derniers mois, et puis on a eu les résultats d'une étude de long terme, l'étude People, je crois, qui semblait accréditer. Il y avait eu des résultats plutôt mitigés, ce qu'on avait reproché à DBV, mais finalement, l'efficacité du traitement, dites-nous un petit peu plus. Alors d'abord, l'étude People, effectivement, donc cette étude, c'est une étude d'extension de l'étude Pépite. L'étude Pépite, c'était la phase 3.
en double aveugle contre placebo, qui a servi donc à déposer le dossier d'enregistrement. Une partie des patients, donc c'était des enfants âgés de 4 à 11 ans qui ont participé à l'étude Pépite, ont eu la possibilité d'aller dans l'étude d'extension People. Donc c'est 141 patients sur un peu plus de 300 qui ont participé et donc ont reçu le produit un peu plus de 12 mois, en l'occurrence sur 36 mois. Donc les résultats, ils sont très intéressants. Ils confirme un petit peu ce qu'on espérait voir avec ce produit, ce patch de désensibilisation aux allergies à l'arachide. Le chiffre qui est intéressant, c'est le seuil des 1000 mg, c'est-à-dire 1 gramme d'arachide. Les patients avaient en moyenne une tolérance médiane à 144 mg. Plus de la moitié, 52% des patients, après 36 mois, peuvent supporter plus de 1 gramme d'arachide par jour. Ça, c'est un seuil qui est important. Il reste peu, mais la progression est impressionnante. Ouais. C'est peu dans l'absolu, effectivement, mais pour des patients allergiques, et dans la vocation du Viaskin, qui n'est pas une désensibilisation complète aux allergies, mais une limitation du risque de choc, c'est important. C'est le même critère qu'utilisait Immune, le concurrent direct de DBV. On était à 40% à 12 mois, on passe à 52%. Voilà, Immune est à combien ? Immune est à 80% quasiment. Après, eux-mêmes ont fait leur étude d'extension sur 12 mois plus 7, donc sur 19 mois. Ils ont un taux plus élevé, mais ça, on le savait de toute façon, on l'avait déjà vu à 12 mois. On sait que le produit d'Immune est plus efficace, plus rapidement, mais avec un profil d'effets secondaires et des conditions aussi d'administration du produit qui sont plus complexes, plus difficiles. Donc, on va sans doute s'orienter, on l'a dit souvent, vers 2 populations de patients différentes. Mais en tout cas, ce point est important. Il y a une vraie progression. Ça montre que le produit, dans le temps, gagne en efficacité. J'ai l'impression que les nuages sont quand même en train de se lever sur le dossier DBV d'ici l'autorisation sur le marché, puisque la demande a été redéposée, je crois, auprès de la FDA. Voilà, en octobre. Et on attend le verdict de la FDA début août, pardon. Début août de cette année, d'accord. Bon, voilà, donc exactement. Un rendez-vous important. La hausse du titre, l'horizon se dégage. On n'a pas eu tellement de nouvelles, mais il y a une chose qui est claire, c'est que le management a été totalement remplacé. Il y a eu, je pense, la société s'est engagée sur un calendrier, elle l'a respecté, elle a déposé sa demande auprès de la FDA, elle a une date de verdict, elle a un management renouvelé. Tout ça a forcément un effet positif sur les investisseurs qui étaient un petit peu perdus par rapport aux incidents de l'année précédente, avec la nécessité de redéposer un dossier, une sorte de confusion qui a vraiment fait fuir de façon sans doute excessive les investisseurs du dossier. Mais quand il n'y a plus de confiance dans l'équipe dirigeante, il y a forcément un effet de fuite. Et là, on voit qu'il y a une espèce de reprise en main, un calendrier qui est tenu. Les résultats de People apportent quelque chose de plus, mais c'est plutôt ça l'héritage du travail de l'équipe précédente, des développements cliniques de l'équipe précédente. Mais je crois qu'il y a un effet très important sur le respect du calendrier et la reprise en main. On va dire que c'est une deuxième bonne nouvelle. Et on va finir avec Integragen. Integragen, dont vous avez choisi de commenter les résultats annuels. Integragen, il faut le dire, ce n'est pas une société dont on entend plus énormément parler sur la scène biotech. C'est vrai qu'elle fait partie de ces dizaines de biotech dont les valorisations sont tombées quand même très bas. Mais bon, il y en a beaucoup. Il faut quand même de temps en temps faut en parler. En l'occurrence, ils ont publié un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros pour l'exercice 2019, en progression de 20%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Integragen, il y a une histoire qui se réécrit. Spécialiste à génomique, c'est ça. Voilà, des services génomiques. Voilà, pour le compte de différents acteurs, on va en parler, mais ils ont beaucoup travaillé sur un projet dans le diagnostic, un espèce de test de diagnostic qui permettait de définir quel patient, dans le cadre du cancer du côlon, pourrait bénéficier de tel ou de tel traitement. Ils avaient beaucoup communiqué sur ce projet, ils avaient beaucoup investi, ça a été un échec commercial, ça avait réussi sur le plan clinique, malheureusement sur le plan commercial, ça a été un échec. Ils ont dû réinventer une stratégie, rechercher des relais dans leur métier historique, qui est le service génomique. Ils ont été sélectionnés dans un programme de France Médecine Génomique qui s'appelle le programme Sequoia, qui leur a donné, il l'aurait annoncé l'année dernière, un chiffre d'affaires sécurisé, un peu plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 ans. Ils ont leur partenariat historique avec Pasteur, avec l'Institut Gustave Roussy. Ils ont lancé une activité dans le logiciel qui commence à décoller. On le voit dans les résultats 2019. Et tout donc ça... on est sur le profil d'une société traditionnelle dont on va guetter maintenant la progression du chiffre d'affaires au final, c'est ça? Exactement, voilà. On est exactement sur ce profil-là. On a une trésorerie qui s'améliore. On a un break-even, c'est-à-dire un équilibre opérationnel, un équilibre financier qui va
probablement être atteint enfin en 2020. Et voilà, on a une société qui a quand même de belles barrières à l'entrée parce qu'elle a une technologie qui est unique, qui n'est pas reproductible. Et on est sur une valorisation, Laurent, qui est inférieure aujourd'hui au chiffre d'affaires. 7 millions d'euros de valorisation pour 8,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, proche de la rentabilité, une croissance de plus 20% cette année. Ce qui est quand même un beau chiffre. Qui est appelé à progresser compte tenu des activités et compte tenu du fait qu'avec le programme Sequoia, il y a de la croissance embarquée. Donc là, même si on n'est pas sur un upside très important, même si on n'est pas sur une valorisation très significative, on a un upside qui est quand même assez solide pour l'exercice 2020. Et bien voilà, Intégragène. Merci Pierre-Louis pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Sacha Pouget, directeur associé de la société de conseil en investissement Calisté Biotech. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors Sacha, vous êtes, allez on va le dire, un expert passionné du sujet des biotech depuis plus de 10 ans que vous couvrez le secteur. On est content de vous avoir sous la main et on voulait profiter de l'occasion pour refaire un petit peu avec vous, d'histoire, pourquoi pas, de ce secteur des biotech, notamment en France. Une histoire qui commence, vraiment, véritablement, on va dire, début des années 2010, 2012, avec une progression fantastique des sociétés dont le cours explose, un grand enthousiasme des investisseurs, et puis il y a une pliure à partir de 2015, 2016, l'élection américaine. Et on arrive aujourd'hui, début 2020, avec un secteur qui a énormément souffert, beaucoup de déceptions. Question toute simple, qu'est-ce qui s'est mal passé? Où est-ce qu'on a loupé le virage à un moment donné? Alors vous l'avez dit, tout a commencé, si on rembobine vraiment le fil de l'histoire, tout a commencé en 2012 où, sur une période de 3 ans, il y a eu une véritable euphorie sur le secteur des biotech en France, où leur cours a été multiplié par 3 en 3 ans. On arrive à mi-2015 où on commence à voir les contre-coups avec beaucoup de sociétés qui vont se faire introduire avec un désert de news flow certaines fois. Donc une deuxième partie de 2015 qui commence à être compliquée. Ensuite, vous l'avez mentionné, il y a eu la période électorale aux États-Unis en 2016. Avec un débat sur le prix des médicaments, le tweet d'Hillary Clinton également, qui, on va dire, avait amené beaucoup de crispation sur le secteur biotech, pas uniquement français, mais au point de vue global. Donc une année boursière déjà 2016 compliquée, puisqu'on a perdu en moyenne 20% en France. Ensuite, en 2017, alors là, ça a été, on va dire, d'une autre nature, puisque ça a été compliqué également, mais pour d'autres raisons, à savoir qu'il y a eu beaucoup de déceptions. De nombreuses sociétés ont connu des échecs en clinique, que ce soit Onxeo par exemple, qui a perdu plus de 50% après une déception dans le cancer du foie, ou alors on a eu aussi Eritech qui avait échoué dans la lame, on avait eu Inat Pharma aussi à l'époque qui avait échoué, DBV qui avait publié des résultats en dessous des attentes, donc tout un news flow on va dire très négatif dans cette année 2017 qui nous a fait là encore perdre 17%. Ensuite, les généralistes ont pris de plus en plus de recul. Les investisseurs, vous voulez dire les investisseurs généralistes et les institutionnels ont pris de plus en plus de recul. Également les Américains, ce qui nous fait arriver dans un environnement en 2018-2019 où on a eu une chute drastique des volumes de négociations sur les biotech. Et donc, tout était une histoire de flux. On était dans une période aussi où à chaque annonce, même si elles étaient positives, les investisseurs vendaient leurs titres. Et donc, on était dans un environnement beaucoup moins propice à, on va dire, une montée des cours. C'était même tout le contraire qui s'est passé. Donc, des années de purge, vraiment, entre 2016 et la fin de l'année 2019. Et on voit 2019 aussi, il y avait une désaffection plus générale des valeurs moyennes qui n'a pas dû aider non plus les biotech. Alors, c'était un marché compliqué l'année 2019. Pour les small et mid caps en général, c'est vrai, les investisseurs voulaient particulièrement des sociétés, on va dire, très liquides, des large caps. Ce sont elles qui ont le plus surperformé en 2019. Donc, on était dans un environnement là aussi qui, on va dire, était peu propice à un investissement sur les sociétés risquées et peu liquides que sont les sociétés biotech. Mais tout cela a changé et est en train d'évoluer. Alors, parmi les nombreuses observations que vous faites, vous avez notamment observé le comportement boursier des 7 plus grosses capitalisations françaises du secteur biotech. Alors, il y a DBV, Adocia, AB Science,
Nanobiotics, Genfit, Innate Pharma et Selectis. Vous avez observé leur comportement boursier et vous observez en fait une corrélation entre ces 7 valeurs et l'ensemble du compartiment, comme si la bonne ou mauvaise fortune de ces 7 vedettes influait l'ensemble du secteur. Comment vous l'expliquez ça? Alors, sur nos 7 leaders que vous venez de mentionner, il y avait beaucoup d'attentes. Ces sociétés étaient les plus emblématiques, les plus liquides et aussi les plus valorisées en bourse. Or, le temps de la bourse n'est pas forcément le temps du développement. Donc, il y a eu certains retards de la part de certaines sociétés comme Selectis ou Nanobiotics. Il y a eu quelques petites déceptions aussi. Je pense à Adocia notamment qui a perdu son partenaire Eli Lilly. Je pense aussi à Inat qui a échoué, alors c'était en 2017 avec Efikir dans la lame, DBV aussi qui a, un peu déçu, mais de peu. Donc on va dire, il y avait beaucoup d'attentes et au final, eh bien, force est de constater qu'elles ont peu délivré au regard du fait qu'elles étaient quand même très valorisées en 2015-2016. Donc au final, on s'est retrouvé avec quelques déceptions qui ont amené le reste des biotech pour l'ensemble en fait des biotech, et on voit une extrême corrélation entre la courbe des sociétés leaders que vous venez de mentionner et le reste du marché. Donc on attendait finalement, pour que le secteur reparte, que ces 7 leaders viennent étonner ou surprendre le marché. On va avoir besoin de bonnes nouvelles sur ces leaders pour que tout le monde, pour tirer en fait tout le train de la biotech française. Tout à fait. Ce sont les locomotives, ce sont celles qui sont le plus regardées, ce sont celles qui sont le plus couvertes par les analystes, ce sont celles qui sont aussi les plus détenues par des investisseurs globaux et internationaux. Donc ces 7 sociétés, on va dire, vont marquer encore, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment, depuis novembre 2019, connu un rebond significatif sur le cours des biotech. Ce sont ces 7 leaders qui l'ont, on va dire, initié à la base. Tout est parti de là, donc maintenant, on va voir, il y a beaucoup d'échéances qui vont être attendues pour l'année 2020, donc on va voir si cela va être notamment confirmé. Surveiller cette valeur. Alors, Sacha, vous êtes très actif sur Twitter. Je conseille d'ailleurs aux gens qui nous regardent de vous suivre si ce n'est pas le cas, parce que vous nous abreuvez tous les jours de graphiques, d'infos sur le secteur. Moi, je suis très friand de vos graphiques. Et il y en a certains qui m'ont particulièrement frappé quand vous dressez la liste des performances et contre-performances des sociétés biotech françaises, certes, mais aussi de ce qui se passe chez nos voisins, alors américains, certes, mais aussi plus près de nous, en Belgique, aux Pays-Bas. Et on se rend compte que ces 2 pays, pour ne citer qu'eux, ont connu des succès retentissants. Vous me voyez venir, qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas su avoir pour expliquer que malgré la recherche de qualité en France, malgré les équipes compétentes, malgré des produits prometteurs, on n'arrive pas à concrétiser comme l'ont fait nos voisins? Alors c'est très vrai. Disons qu'il y a de nature à s'inspirer un petit peu des modèles en dehors de la France. Ce qu'on a pu constater quand même, et si on fait une comparaison avec la Belgique, c'est qu'en Belgique, les introductions en bourse de biotech ont été faites à des stades de développement moins précoces qu'en France. Donc lorsqu'on regarde un petit peu avec plus de granularité, on observe 3 ans de différence entre par rapport à la date d'introduction de la société française à la date d'existence de la société. Oui. Donc nos biotech françaises avaient 3 ans de retard, entre guillemets, lorsqu'elles entraient en bourse. Et en 3 ans, on peut faire beaucoup de choses, amener une preuve de concept, par exemple, d'un médicament, en tout cas faire un saut technologique. Donc il y a cette première partie de réponse qu'on peut apporter, c'est des dossiers peut-être trop précoces qui ont été introduits en bourse. Et je pense qu'on y gagnerait aussi, d'une certaine manière, à introduire des sociétés sur la base de comités, entre guillemets, indépendants. J'entends par là des sociétés qui vont être validées, ou en tout cas sur une grille d'éligibilité bien précise, de manière à éviter finalement les erreurs du passé. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à tendre vers ce modèle. Ensuite, ce qu'on peut aussi observer, et là peut-être plus sur les standards américains, ce sont, on va dire, à chaque étape de la société, de nouvelles personnes qui entrent dans la danse et dans le jeu au niveau managérial pour mener la société vers le succès. Une première partie, lorsque la société va être fondée, on aura les fondateurs.
donc dans la recherche et le développement. Ensuite, une seconde équipe qui va être mise en place pour entrer sur l'aspect clinique, sur l'aspect vraiment manufacturing peut-être aussi. Exactement, la conduite d'essais cliniques qui est très particulier, très spécifique, très normé on va dire, aussi, très normé. Et ensuite, une troisième équipe qui va entrer en jeu, cette fois-ci pour, on va dire, préparer le terrain sur l'aspect réglementaire lorsqu'on arrive devant les agences d'approbation des médicaments, tout à fait, ou voire signer des partenariats. Donc on va dire, on a des cloisonnements à chaque fois en fonction de l'évolution de la vie des sociétés. Peut-être qu'on y gagnerait en France à tendre vers ces modèles qui fonctionnent bien. Ça veut dire quelque part que c'est les investisseurs qui font peut-être pas tout à fait leur travail de challenger les dirigeants, de remplacer, de mettre de nouvelles compétences. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des conseils d'administration, des investisseurs, des biotech, sur cette fonction-là Alors, je pense que ça manque en France. Peut-être, je dirais pas... On peut mieux faire. Ça manque en France. On pourrait s'en inspirer. Finalement, ça se joue à peu de choses. C'est aussi les mentalités, entre guillemets, qui aux États-Unis ou ailleurs, les investisseurs sont plus dynamiques dans cette dimension-là, de faire évoluer tout simplement les managements. La biotechnologie est si particulière et si, on va dire, complexe que cela demande des compétences et on va dire cela requiert en tout cas des niveaux très spécifiques en fonction de la vie de la société et on ferait bien, je pense, mais c'est vraiment très important de se professionnaliser. On est encore peut-être dans une période d'adolescence en France de ce point de vue-là. Voilà, jamais rien n'est figé et je pense qu'on va dans le bon sens. Chaque fois aussi, chaque année, il y a des évolutions au sein des managements, mais je pense que ça pourrait être plus fréquent en France, on y gagnerait beaucoup. Bon, on va refermer cette presque décennie, un peu difficile, surtout dans sa seconde partie. Pour se projeter, effectivement, on peut dire, allez, on va quand même pas bouder notre plaisir, que cette année 2020, elle commence plutôt bien. On a vu, ça fait longtemps, de belles progressions. Je pense notamment à DBV Technologies en ce début d'année, mais aussi d'autres valeurs, Valneva. Ça, c'est ma constatation empirique d'investisseur. Est-ce que vous voyez des signaux techniques qui tentent à prouver que oui, en ce début d'année, ça va bien sur le secteur des biotech, notamment en France? Alors déjà, tout à fait, j'en conviens, là on a vraiment... On peut se réjouir un petit peu. Pour vous dire, il y a les 2/3 des sociétés biotech françaises qui sont en bull market à l'heure actuelle. Certaines ont vraiment progressé. Celles qui sont en bull market ont pris 80% en moyenne par rapport au plus bas sur 3 mois. Donc on retrouve vraiment, il y a un appétit pour le risque. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on peut envisager en 2020. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, 2019 était une année compliquée au regard du fait que les investisseurs voulaient avant tout des large caps. Maintenant, on voit que pour 2020, on se tourne vers les sociétés, les petites et moyennes sociétés, pour 2 raisons principales. La loi Pacte en France qui va avoir son effet, et aussi d'un point de vue, on va dire, européen, les plans d'investissement vers lesquels on pourrait envisager beaucoup de choses au regard du fait que l'Allemagne se prononce manifestement de plus en plus vers ce type de volontarisme, on va dire, qui pourrait profiter aux petites et moyennes sociétés. Donc l'environnement a totalement changé. Il y a un retour des volumes, sur les plans des signaux techniques. Il y a de l'argent qui revient sur le secteur. Et justement, c'est manifeste. On voit des séances sur les biotech françaises aux alentours de 50 à 60 millions d'euros ces derniers temps. C'était du jamais vu depuis 2015-2016. En 2019, pour point de comparaison, on était aux alentours de 10-15 millions d'euros. Donc il y a un véritable appétit pour les sociétés de biotech qui ont beaucoup de retard parce que lorsqu'on regarde en global maintenant la valorisation d'un produit, d'un programme clinique d'une biotech française est valorisée 50 millions d'euros. On était à 35 millions d'euros fin 2019, on est à 50 millions d'euros, mais surtout quand on regarde les comparables en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, on voit qu'il y a un écart de 2 à 3. C'est-à-dire que là-bas, c'est 100 à 150 millions d'euros, sans même parler de la Belgique, qui a 250 millions d'euros on est sous-valorisé maintenant. Donc, il y a décoté, on peut dire, par rapport à nos... Les cours sont très attractifs, encore, malgré le fait qu'on ait pu observer, c'est vrai, cette montée des cours, mais je pense qu'il y a encore un rattrapage à effectuer. Si on regarde bien, en fait, et on parle là c'est un vrai signal, lorsque à fin 2019 on a rebondi, en fait on venait de retracer l'ensemble de la hausse qui a été faite entre 2012 et 2015. Et là, on est revenu finalement
au point initial de toute cette euphorie boursière. Donc il y a eu les nouvelles mains opportunistes qui ont pu rentrer. Nouveaux investisseurs. Les investisseurs, voilà, qui sont rentrés sur le marché à des prix attractifs, qui en ont profité. Et on va dire, maintenant, il va y avoir peut-être une période vers laquelle on va se tourner à regarder les élections américaines et surtout le fondamental. Alors justement, vous avez parlé en Europe de ces financements européens. C'est vrai que la Banque européenne d'investissement a soutenu plusieurs biotech françaises ces derniers mois. Mais d'une manière plus globale, plus générale, comment est l'environnement mondial pour la biotech ? On se tourne beaucoup vers les États-Unis. Il y a eu beaucoup d'AMM de la part de la FDA, beaucoup de nouveaux médicaments qui sont autorisés, des fusions-acquisitions, un marché du Nasdaq, un marché primaire d'introduction en bourse qui est dynamique. En même temps, il y a ces élections américaines dont vous venez de toucher un mot. Comment ça s'équilibre et comment vous percevez, vous, l'avenir du point de vue fondamental et global ? Alors, l'environnement est vraiment très porteur à l'international sur le domaine des biotech. On l'a encore vu même en Europe l'année dernière. Alors, il y a l'aspect réglementaire, vous l'avez signifié. Hein, c'est vrai que la FDA est de plus en plus enclin en fait, à approuver des médicaments. Donc, là, on vient de toucher presque un record en 2019. Donc, il y a surtout la vague de M&A, et notamment dans les sciences les plus innovantes. Alors là, les fusions et acquisitions, beaucoup de rachats cette année avec des grosses primes et surtout des montants très significatifs de plusieurs milliards de dollars encore fin d'année. Ça a étonné beaucoup de personnes sur le fait, la capacité vraiment des pharma à se mobiliser pour acheter à vil prix. Pour des projets des fois précoces en plus. Hein. Alors, c'était le cas, par exemple, de Sanofi, là, qui a acheté une société qui était même tout juste en phase 1 pour plusieurs milliards de dollars. Donc oui, ça peut aller très vite. Peut-être que la France est justement en retard dans cette course à l'innovation avec les valorisations qu'on connaît. Ce qui manque, c'est notamment des deals et des partenariats. Il faut savoir qu'en 2019, on a eu seulement pour 60 millions d'euros de versés suite à des partenariats en France. On était à 300 millions d'euros en 2018, un an auparavant. Et aussi, on n'a pas eu vraiment de rachat important ces dernières années. On a eu Texel mi-2018, mais pour, on va dire, moins de 100 millions d'euros, donc ce n'était pas assez significatif. Au regard des échéances majeures qu'on peut attendre en 2020 et des cours attractifs, peut-être qu'on peut tabler sur un retour des partenariats à minima, mais aussi, pourquoi pas aussi, on va dire, des rachats. Alors voilà pour l'environnement. L'actualité, si on se concentre sur les sociétés françaises, allez, soyons un peu chauvins, rapidement avant de se quitter, qu'est-ce qu'on se met au calendrier de cette année 2020 ? En 2020, il y aura 2 rendez-vous très importants pour les biotech françaises. J'en connais un au moins. On va citer le premier, donc Genfit. Genfit, à brève échéance, on va dire dans le courant du premier trimestre, société pour laquelle on va avoir les résultats de la phase 3 dans la NASH. Des résultats très attendus, même il y aura une portée mondiale sur on a une locomotive là. Donc c'est un des drivers potentiels pour les biotech françaises sur ce début d'année. Il y aura aussi ensuite Osé Pharma qui va publier les premiers résultats d'une étude clinique de phase 3 dans le cancer du poumon, pareil, dans le courant du premier trimestre. Et ensuite, il y aura DBV, alors ça c'est l'autre grand catalyseur attendu pour l'année 2020, avec la décision d'approbation de son traitement à l'allergie de l'arachide, le Viaskin, en août de la FDA, donc la FDA qui va rendre son verdict sur. Et ce sont vraiment les principaux rendez-vous marqueurs, événements qui sont attendus pour cette année 2020. Bon, super, on les note dans nos calepins. Merci beaucoup, Sacha Pouget, directeur associé de Qualité Biotech, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. À très bientôt pour une nouvelle édition.